Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Volodymyr Zelensky réclame encore de l'argent à l'Union européenne. Vous allez mieux comprendre où va notre argent. L'eau gratuite, un vieux souvenir. Les casseroles, décidément un très bon mode d'expression que Macron n'aime pas. Tension à Bruxelles, l'Ukraine demande à l'Union européenne de lui redonner 18 milliards d'euros pour 2024. Malgré les sommes astronomiques que l'Union européenne a déjà envoyées à l'Ukraine pour alimenter une guerre qui n'est toujours pas la nôtre, Zelensky semble avoir pris goût à cette manne financière providentielle qui provient d'une corne d'abondance intarissable. Et pendant que les citoyens français pleurent pour ne pas perdre leur droit à la retraite, cette réforme farouchement rejetée par la population est imposée par cette même Union européenne à qui Macron obéit aveuglément. En résumé, l'Union européenne exige de Macron qu'il impose la réforme des retraites et c'est entre autres avec cet argent que l'Union européenne attise l'offensive ukrainienne envers la Russie. Les Français doivent donc travailler plus et plus longtemps pour que Zelensky puisse tuer plus de soldats russes. Pourquoi l'eau serait-elle gratuite, puisqu'elle peut rapporter des milliards à celui qui saura l'exploiter? Mais avant de spéculer sur un bien vital à toute forme de vie, ne devrions-nous pas nous demander à qui elle appartient? La réponse est dans la question. Compte tenu que l'eau est vitale à toute forme de vie sur Terre, elle appartient donc naturellement à tous les êtres vivants. Même si ma réponse peut paraître simple et évidente, elle mérite d'être beaucoup mieux cadrée dans un monde où un petit groupe d'ultra-riches, toujours les mêmes, ont décrété que tout devait leur appartenir pour pouvoir ensuite le vendre. Nous en revenons forcément au débat sur l'esclavagisme qui tente de s'imposer dans notre société aujourd'hui plus que jamais. Si l'eau que vous puisez dans votre propre puits n'est plus gratuite, nous devons nous attendre à être un jour obligés de payer l'air que nous respirons. Vous ne payez pas, vous mourrez dans la minute, ou bien vous vous endettez. Donc, voici vers quelle perspective nous nous avançons à grands pas. Vous avez certainement remarqué ces derniers temps à quel point la plutocratie essaye de s'accaparer tout ce qu'elle peut. La France, selon le sénateur Alain Houpert, veut échanger de l'eau contre du carburant au Moyen-Orient. Dans le même temps, le gouvernement multiplie les alertes de sécheresse pour cet été. En d'autres termes, nous, au gouvernement, on fait ce qu'on veut avec l'eau et les citoyens, eux, ils doivent se rationner. Nous sommes toujours dans la même philosophie où les automobilistes doivent économiser le carburant et le payer au prix fort, alors que Macron peut se déplacer avec l'Airbus A330 ou en jet privé. Mais revenons à notre eau, je dis bien notre eau, puisqu'elle appartient à tout le monde et pas plus à une personne qu'à une autre. Cela fait déjà pas mal d'années que les grosses sociétés comme Danone, Nestlé ou Coca-Cola revendiquent une sorte de priorité pour s'accaparer cette denrée naturelle, pour la transformer et ensuite nous la vendre. Alors que nous préférons peut-être prendre nous-mêmes possession d'un peu d'eau et la filtrer pour la rendre potable ou utilisable pour un usage d'hygiène ou d'arrosage. Au nom de quoi devrions-nous payer l'eau de pluie ou l'eau d'un puits ? Au nom de quoi l'eau appartiendrait plus aux grosses sociétés qu'aux citoyens ou aux agriculteurs? Quoi qu'il en soit, une nouvelle réglementation impose aux propriétaires d'un puits de le déclarer à la mairie si son installation est antérieure au 31 décembre 2008. Ces mêmes propriétaires doivent également installer un compteur afin de pouvoir définir quel volume d'eau ils vont prélever pour leur usage. On imagine aisément les dérives qui risquent d'apparaître un peu partout et n'importe comment. Qu'advient-il alors des propriétaires de maisons individuelles qui collectent l'eau sur les pluies dans les descentes de leurs gouttières par exemple? Ne vont-ils pas empêcher les nappes phréatiques de se régénérer? Tous ces contes d'apothicaires nous semblent parfaitement délirants. Tout est tellement plus simple dans les pays où l'eau est prise en charge par la collectivité, comme en Suède par exemple ou en Arabie Saoudite. Pour conclure sur ce chapitre un peu difficile, il semble évident que la gestion de l'eau dans un pays ne devrait pas être compliquée à mettre en place pour faire en sorte que cette denrée devienne définitivement un bien universel gratuit. De la même façon que l'air que nous respirons est encore gratuit et doit en plus rester propre, mais ça c'est un autre débat. Bulgarie. De grandes manifestations ont eu lieu dans 36 villes de Bulgarie. La population se prononce contre la fourniture d'armes à l'Ukraine et contre l'envoi éventuel de troupes bulgares là-bas.
Les citoyens se revendiquent contre toute implication de leur pays dans le conflit. Ils ont également décidé de recueillir un maximum de signatures pour ouvrir un référendum afin d'anticiper les futures tentatives de les entraîner dans une guerre étrangère. Ils ont souligné qu'il y a une série d'événements qui laissent présager un tel danger. Les cris qui sont essentiellement entendus dans les rues de Sofia sont « OTAN dehors » et aussi « Nous voulons la paix ». Les habitants ne souhaitent que la neutralité de leur pays et considèrent les Russes et les Ukrainiens comme des victimes de la tyrannie et du despotisme de leurs dirigeants. Les manifestations se sont étendues jusqu'à la télévision nationale bulgare qui n'a évidemment montré aucun intérêt particulier à relayer la voix du peuple. Les médias sont achetés par le pouvoir, c'est clairement un problème mondial. Nous essayons donc, à notre modeste niveau, de compenser ce manque cruel d'information et de vérité. Si la Bulgarie manifeste à l'unisson pour retirer son pays de l'OTAN et pour arrêter de fournir des armes à Zelensky, tout est fait pour attiser les conflits. Voici un résumé de Rybar qui nous fait un état des lieux de la ligne de front. Les unités de l'armée ukrainienne ont utilisé des drones pour attaquer la résidence du Kremlin du président de la Fédération russe. L'un des drones a explosé au-dessus du dôme du bâtiment du Sénat, après quoi un incendie s'est déclaré sur le toit. L'épave du deuxième drone est tombée sur le territoire du Kremlin. Des drones kamikazes russes, Geran-2, ont attaqué des infrastructures militaires et industrielles sur le territoire de l'Ukraine. Au moins, 3 appareils ont touché le dépôt pétrolier de Kirovograd. Un incendie majeur s'est déclaré sur le site. 5 drones ukrainiens ont lancé un raid sur un aérodrome militaire près du village de Secha, dans la région de Bryansk. 2 drones ont explosé dans l'enceinte de la base aérienne, endommageant un avion An-1 124 désaffecté. Dans la région de Koursk, une fois de plus, le village frontalier de Tetkino a été victime de frappes ukrainiennes. 15 bâtiments résidentiels, un gazoduc, une ligne électrique et une polyclinique ont été endommagés. À la périphérie ouest de Bakhmut, Wagner a étendu son contrôle sur la rue Pobedi. Dans le même temps, l'assaut contre les positions fortes de l'ennemi dans la rue Libérateur du Donbass se poursuit. Le régime de Kiev continue de bombarder les villes de première ligne de l'agglomération de Donetsk. À Gorlovka, des immeubles résidentiels ont été touchés. Une femme a été blessée. 5 transformateurs électriques sont hors tension dans la ville voisine de Shirokaya Balka. À Marinka, des fusiliers motorisés russes, appuyés par des chars, livrent d'intenses combats dans les immeubles bas de la ville. À la périphérie sud, des détachements d'assaut ont percé la défense ukrainienne près de Gorgaz et se sont retranchés dans cette zone. Les forces ukrainiennes ont utilisé des drones pour attaquer un dépôt pétrolier dans le village de Volna, dans le territoire de Krasnodar. Les systèmes de défense aérienne russes ont intercepté l'un des drones en approche. Le second a atteint le réservoir d'hydrocarbures. L'incendie qui en a résulté a été rapidement éteint. L'ennemi utilise activement les infrastructures civiles pour approvisionner son groupe de combat en rive ouest du Dniepr. Ainsi, un important lot de munitions a été découvert à la gare de Kherson et détruit par des tirs d'artillerie. C'est donc essentiellement avec des drones que l'Ukraine attaque à présent les cibles stratégiques en Russie, mais également en Ukraine afin d'en faire porter le chapeau à la Russie. Ces frappes chirurgicales sont évidemment redoutables, surtout si elles visent le Kremlin. La réponse de Vladimir Poutine pourrait être une réponse nucléaire si l'Ukraine et l'OTAN continuent à souffler sur les braises de cette façon. La France n'est pas en reste, puisque Macron continue à envoyer des moyens financiers à Volodymyr Zelensky. On a pu constater une véritable explosion de vente des compteurs Gégère ces derniers mois. Seul cet appareil peut permettre de montrer avec précision le taux de radiation qui pourrait provenir d'une arme nucléaire. Le journal Le Monde, quant à lui, targuera que cette explosion de vente serait due essentiellement à une psychose induite par la catastrophe de Fukushima. De notre côté, nous pensons plutôt à une menace nucléaire causée par l'Ukraine et aussi par les obus à l'uranium appauvri que le Royaume-Uni s'est engagé à livrer pour équiper les chars ukrainiens. Quoi qu'il en soit, il est très peu probable que Poutine ait recours à l'arme atomique pour une simple raison, c'est que la Russie est également à portée de tir de la France et que Macron n'hésiterait pas un instant à appuyer sur le bouton rouge. Dans une guerre nucléaire, il n'y a aucun gagnant. Les casseroles. Les manifestants français semblent avoir adopté ce nouveau mode d'expression de façon assez intelligente, puisque ce vacarme bien organisé ne peut qu'embarrasser l'emmerdeur covidiste belliciste Emmanuel Macron.
Dans certaines villes, les casseroles sont interdites. Pardon, les dispositifs sonores portatifs. Vous l'avez bien compris, ce nouveau mode d'expression est parfait pour agacer le monarque. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans cette réflexion et c'est mon ami Christophe Charret qui s'y colle. Il va vous expliquer comment on peut littéralement soulever des montagnes avec des casseroles. Christophe Charret. Bonjour à tous. Eh bien, comme vous pouvez voir sur cet exemple, je me suis équipé de casseroles, je me suis fait une jupe de casserole pour manifester le 1er mai. Et contrairement à ce que l'on peut croire, la casserole est très utile pour renverser un gouvernement. Et dans l'histoire contemporaine, les Islandais l'ont prouvé en 2008-2009 avec ce qu'on appelle la révolution islandaise, la révolution des casseroles. Donc je vais revenir un peu sur cet événement qui est largement tu dans le débat public, mais qui est très intéressant. Vous allez voir comment ils ont renversé un gouvernement après la crise de 2008. Donc c'est un ensemble de protestations qui sont survenues entre 2008 et 2009 dans la foulée de la crise financière. Le pays s'est retrouvé endetté à 900% du PIB. Le Premier ministre a alors annoncé « Seul Dieu peut sauver l'Islande ». Il oubliait qu'avant Dieu, il y avait le peuple, un peuple fier, descendant de vikings. Les élites méprisent toujours le peuple et le sous-estiment. Alors le peuple, seulement armé de casseroles, s'est mis à manifester. Au début, il s'agissait de 200 personnes qui manifestaient tous les samedis devant le Parlement et la Banque centrale d'Islande, comme quoi ils avaient bien identifié les fautifs. Puis, après 200, ce fut 2000 personnes, puis 20 000 personnes, sachant que l'Islande compte 330 000 habitants. Ramené à la population de la France, c'est comme si 4 millions de personnes manifestaient tous les samedis avec des casseroles. Une seule étiquette, la voix du peuple. Ils ont aussi multiplié les actes symboliques de manière synchrone. Tout ceci a abouti à la démission du gouvernement et à la nationalisation des 3 banques principales. Les lois de remboursement de la dette ont été rejetées. Les Islandais n'ont jamais remboursé leur dette. À ce titre, les Anglais les ont placés dans les États terroristes, comme État terroriste. L'Islande a été passée comme État terroriste, donc vous voyez, quand on ne rembourse pas sa dette, on est terroriste. On voit bien où penche la balance. Suite à ça, ils se sont organisés, ils ont convoqué 950 citoyens. Tous ces citoyens ont été tirés au hasard sur les listes électorales, sans aucun lien politique. Puis 522 restèrent, et ils finirent par élire 25 représentants, comme représentants chargés de rédiger la nouvelle constitution. On l'appela Wiki-Constitution, car elle fut rédigée par l'ensemble des citoyens islandais. Chaque Islandais a pu exprimer ses désirs via un formulaire sur Internet. On en a tiré un jus, un concentré, et chaque article devait obtenir la majorité. Dans cette constitution, il était entre autres prévu la liberté totale de l'information, la démocratie directe par référendum, une multitude de contrepoids au pouvoir qui fera en sorte que la politique ne soit plus du tout un métier. De nombreux experts étrangers spécialistes en constitution ont salué l'équilibre et l'intelligence de cette constitution. La suite fut plus chaotique, car derrière les figures de proue de l'ancienne administration, qui furent tous jugés journalistes, politiques, il y avait une forme d'état profond qui retarda la présentation de cette constitution au nouveau Parlement. Puis certains lobbies, qui n'avaient aucun intérêt à voir poindre en Europe un État dans lequel la vérité serait sacrée, ont certainement corrompu des membres du nouveau Parlement. Et cette constitution n'a jamais pu être votée. Il n'en reste pas moins qu'avec ou sans cette magnifique constitution, les Islandais ont renversé leur gouvernement, repris les rênes de leur destin et annulé leurs dettes. À bon entendeur, tous à vos casseroles. Ça, c'était le petit clin d'œil de Christophe Charret. Vous avez bien remarqué sur ces images que, oui, la France, à l'instar de l'Islande, pourrait imposer sa propre constitution. Étienne Chouard le dit depuis des années, la constitution c'est le travail du peuple et pas du pouvoir en place. Si nos dirigeants écrivent eux-mêmes la constitution, elle serait donc faite en faveur de l'oligarchie et pas du citoyen, c'est évident. Nous en faisons la triste expérience depuis des années, il est grand temps de reprendre les choses en main. Chères combattantes et chers combattants, je vous dis à très bientôt.